Il y a un moment où tout semble aller bien entre vous et où soudain, tout se dérègle. Vous vous rapprochez, il s'ouvre un peu, quelque chose de vrai commence à se construire, et puis, sans prévenir, il change. Une réponse plus froide, un plan annulé, une remarque qui blesse plus qu'elle ne devrait. Et toi, tu restes là à te demander ce qui s'est passé, à repasser la scène en boucle, à chercher ce que tu as fait de travers. Parce que ça n'a aucun sens. Tout allait bien. Pourquoi maintenant? Alors laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être tout renverser pour toi. Il ne s'éloigne pas parce qu'il ne te veut plus. Il s'éloigne, très souvent, précisément parce que il te veut, parce que l'idée que tu fasses vraiment partie de sa vie vient de devenir réelle. Et cette réalité, chez lui, ne déclenche pas de la joie, elle déclenche une alarme. Alors il fait quelque chose que tu ne soupçonnes probablement pas, il te teste, pas avec des questions, il ne te demandera jamais rien directement, avec des gestes, des retraits, des situations qu'il crée sans même en avoir conscience. Chacun portant une question muette qu'il n'osera jamais formuler à voix haute. On va explorer ensemble 6 façons dont il te teste, dans ce moment précis où il te veut le plus, et ce que chacune révèle vraiment de ce qui se passe en lui. Premier test. Il se montre sous son mauvais jour. Commençons par le test le plus déroutant, celui que presque personne ne reconnaît, parce qu'il ne ressemble absolument pas à un test. Il ressemble à un problème, à un défaut, parfois même à un manque de respect. Et pourtant, c'est souvent le premier qu'il te fait passer, sans même s'en rendre compte. Voici ce qui se produit. À mesure qu'il se rapproche de toi, tu remarques quelque chose d'étrange. Il commence à se montrer moins bien. Sa mauvaise humeur, il ne la cache plus. Ses journées difficiles, il ne les maquille plus. Ses zones sombres, ses échecs, ses petites lâchetés, il les laisse apparaître. Là où, au début, il était impeccable, charmant, à son avantage, il devient soudain plus brut, moins beau, moins impressionnant. Et ta première interprétation, presque toujours, est négative. Tu te dis, il se relâche, il fait plus d'efforts, il cherche plus à me plaire, donc je compte moins. C'est ainsi qu'on lit ce changement spontanément, et c'est souvent le contraire de la vérité, parce que voici ce qui se passe réellement en lui, et il faut le comprendre en profondeur. Au début d'une relation, un homme montre sa vitrine. Il présente sa meilleure version, celle qu'il maîtrise, celle qui séduit. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est un réflexe. On met en avant ce qui est le plus présentable. Mais cette vitrine a un défaut terrible, et il le sait obscurément. Tant qu'il ne montre que sa vitrine, il ne peut jamais savoir si tu l'aimes, lui, ou si tu aimes l'image qu'il te donne. Et cette incertitude, quand l'attachement devient sérieux, devient insupportable. Suis bien la logique, parce qu'elle est décisive. S'il continue de te présenter uniquement son meilleur profil, et que tu restes, ça ne lui prouve rien. Ça prouve juste que t'aimes son meilleur profil, ce qui est facile. Mais lui, il a besoin de savoir autre chose, quelque chose de bien plus vital si tu restes quand il n'est pas à son avantage. Parce que dans la durée, dans la vraie vie, il ne pourra pas tenir la vitrine indéfiniment, il sera fatigué, désagréable, décevant, humain, et sa question profonde est celle-ci: est-ce que tu seras encore là ce jour-là, ou est-ce que tu partiras dès que le vernis s'écaillera? Alors, sans même le décider, il fait quelque chose de très risqué. Il baisse la vitrine, il laisse voir l'arrière-boutique, il te montre volontairement, ou plutôt il cesse de te cacher, ce qui n'est pas beau en lui, et il regarde, il observe ta réaction. C'est un test, mais un test qu'il ne formulerait jamais, et dont il n'a souvent pas conscience. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Imagine quelqu'un qui a une maison qui n'ouvre jamais complètement à ses invités. Il les reçoit dans le salon, impeccablement rangés, décorés, agréables, et les autres pièces restent fermées, celles où c'est en désordre, où les choses sont pas finies, où traînent les objets qu'ils n'aiment pas montrer. Tant que les visiteurs restent au salon, ils repartent charmés, mais ils n'ont rien vu de la maison. Alors un jour, avec quelqu'un qui commence à compter vraiment, il entrouvre une de ces autres portes. Non par négligence, mais parce qu'il a besoin de savoir si cette personne restera après avoir vu le désordre. Ce n'est pas un relâchement, c'est un risque énorme qu'il prend. Voilà ce qu'il fait quand il se monte sous son mauvais jour. Il entrouvre une porte du fond. C'est pas qu'il fait plus d'efforts, c'est qu'il te fait passer du salon à l'arrière de la maison. Et paradoxalement, c'est un signe que tu comptes davantage, pas moins. On ne montre son désordre qu'à ceux dont on espère qu'ils resteront quand même. Maintenant, il faut comprendre ce qu'il guette exactement, parce que c'est précis. Il ne guette pas ton approbation. Il ne demande pas que tu trouves son mauvais jour formidable. Ce qu'il guette, c'est
ta réaction devant le réel. Est-ce que tu recules? Est-ce que ton regard change? Est-ce qu'il y voit apparaître de la déception, du mépris, de la distance? Ou est-ce que tu restes simplement, sans drame, en le regardant toujours de la même façon? C'est cette constance de ton regard qu'il cherche. Il veut savoir si ton attachement était conditionné par sa performance ou si il tient à lui. Et il faut voir pourquoi ce test est si chargé pour lui, si terrifiant même. Parce que beaucoup d'hommes ont grandi avec une conviction profonde qu'ils étaient aimés pour ce qu'ils faisaient, ce qu'ils réussissaient, ce qu'ils représentaient, pas pour ce qu'ils étaient. On les a valorisés quand ils performaient, on s'est détournés quand ils faiblissaient. Alors ils ont appris une règle implicite, terrible. Ma valeur dépend de mon rendement. Et cette règle, ils la traînent en amour. Une part d'eux est convaincue que si tu voyais leur faiblesse, tu partirais. Parce que c'est ce que la vie leur a appris. Donc quand il t'expose son mauvais jour, c'est pas de l'arrogance ni de la paresse. C'est un homme qui vérifie, avec angoisse, si la règle qu'il porte depuis l'enfance est vraie. Et ta réaction, à cet instant, va soit la confirmer, soit la fissurer. C'est pour ça que ce moment compte tellement. Il faut maintenant que je pose une nuance, parce qu'elle est essentielle, et je ne veux surtout pas que tu comprennes de travers. Se montrer imparfait n'est pas la même chose que mal se comporter. Il y a une frontière très nette entre les deux, et il ne faut pas la confondre. Un homme qui te montre sa fatigue, sa tristesse, ses échecs, ses zones d'ombre, te montre son humanité. Ça, c'est le test dont je te parle, et il mérite ta constance. Mais un homme qui te manque de respect, qui te blesse, qui te traite mal, ne te montre pas son imperfection, il franchit une limite. Et là, il ne s'agit plus de rester ou pas, il s'agit de poser une frontière. Ne confonds jamais accueillir la faiblesse de quelqu'un, ce qui est de l'amour, avec tolérer un mauvais traitement, ce qui est de l'effacement. Tu peux rester présente devant un homme qui va mal. Tu n'as pas à rester devant un homme qui te fait du mal. Et ce qui révèle la différence, c'est justement ce que ça dit de lui. Celui qui te montre sa vulnérabilité te la donne, il s'expose, il se met en position de risque devant toi. Celui qui te manque de respect ne s'expose pas. Il te diminue. L'un s'ouvre, l'autre attaque. C'est pas du tout le même geste, même s'ils peuvent tous deux être désagréables à recevoir. Voilà le premier test, et il éclaire déjà tout le reste. Quand il commence à se montrer sous son mauvais jour, à laisser tomber la vitrine, ce n'est le plus souvent pas un relâchement, c'est un risque qu'il prend. Il t'ouvre une porte du fond de sa maison pour vérifier une chose qui l'angoisse depuis l'enfance, si tu l'aimes pour ce qu'il est ou pour ce qu'il performe. Il ne cherche pas ton approbation. Il cherche la constance de ton regard. Et paradoxalement, c'est un signe que tu comptes plus, pas moins, car on ne montre son désordre qu'à ceux dont on espère qu'ils resteront quand même. Mais s'il te laisse voir qui il est vraiment, c'est qu'il commence à t'imaginer dans sa vie pour de bon. Et cette pensée-là, l'idée d'un avenir avec toi, va déclencher chez lui quelque chose de très étrange. Une manœuvre à laquelle tu as sûrement déjà assisté sans en comprendre le sens. Il va te parler de demain, puis reculer aussitôt. Deuxième test. Il te parle de demain, puis il recule. S'il t'a laissé voir qui il est vraiment, c'est qu'une chose a commencé à se former dans son esprit. Il t'imagine dans sa vie, pas seulement dans son présent, dans sa suite. Et cette pensée, chez lui, ne produit pas ce qu'elle produirait chez quelqu'un d'autre. Elle ne produit pas de la joie, elle produit une manœuvre étrange, à laquelle tu as sûrement déjà assisté sans en comprendre le sens. Voici comment ça se présente. Au détour d'une conversation, il glisse quelque chose. Une allusion à plus tard. Une phrase où tu apparais dans un avenir, même flou. Il faudrait qu'on y aille un jour. Quand j'aurai déménagé, tu verras, l'été prochain, ça serait bien de... Rien de solennel, rien d'engageant, juste une porte qui s'entr'ouvre sur un après. Et toi, forcément, quelque chose s'allume. Tu entends une promesse, un début de projet, une place qui t'est faite. Tu réponds avec chaleur, tu prolonges l'idée, tu t'y engouffres un peu. C'est humain, c'est même sain. Et là, sans prévenir, il recule, il change de sujet, il minimise, il ajoute un enfin, on verra, ou un je dis ça, je ne sais pas encore. Parfois, dans les jours qui suivent, il devient carrément plus distant, comme s'il regrettait. Et toi, tu restes là, complètement désorienté, à te demander si tu as rêvé, si tu en as trop fait, si tu as tout gâché en y croyant. Tu n'as rien gâché. Il faut comprendre ce qui vient de se passer, parce que c'est très précis et ça n'a rien à voir avec toi. Ce qu'il a fait, c'est un sondage.
Il a lancé une petite sonde dans l'avenir et il a observé deux choses en même temps. La première, ta réaction à toi. Est-ce que l'idée d'un futur avec lui t'enthousiasme, t'inquiète, te laisse indifférente? Il veut savoir si tu veux vraiment de lui dans la durée, pas juste maintenant. Mais la seconde chose qu'il observe, et c'est la plus importante, c'est sa propre réaction à lui. Il teste sa capacité à supporter cette idée. Il regarde ce que ça lui fait à lui de s'imaginer engagé. Et voilà pourquoi il recule. Ce n'est presque jamais ta réponse qui l'a effrayé. C'est ce qu'il a ressenti en lui-même, en lançant la sonde. Il a formulé l'avenir à voix haute, il a entendu ses propres mots, et une alarme s'est déclenchée dans sa poitrine. Une alarme qu'il ne contrôle pas, qui dit attention, tu viens de t'engager, tu viens de te lier, tu viens de perdre une part de ta liberté. Alors il fait machine arrière, non pas pour te repousser, mais pour éteindre l'alarme. Laisse-moi te montrer ce mécanisme avec une image. Pense à quelqu'un qui a le vertige et qui s'approche du bord d'un balcon en hauteur. Il veut voir la vue, il en a envie, il s'avance. Il pose les mains sur la rambarde, il regarde, et à la seconde où il mesure la hauteur, son corps entier a un mouvement de recul, involontaire, brutal. Il fait un pas en arrière, le cœur battant. Ce recul ne veut pas dire qu'il ne voulait pas voir la vue. Il voulait la voir, il est venu exprès. Mais son corps a réagi avant lui, par pure peur du vide. Et ce mouvement de recul n'annule pas le désir, il ne fait que révéler la hauteur. Son allusion à l'avenir, c'est le pas vers le bord. Son retrait, c'est le mouvement de recul devant le vide. Le vide, ici, c'est l'intimité, la dépendance, la perte de contrôle sur sa propre vie. Il voulait s'avancer, sincèrement. Et son système intérieur a paniqué à la vue de la hauteur. Le recul ne dit rien de son désir, il dit toute sa peur. Maintenant, il faut comprendre pourquoi cette peur est si forte chez lui. Parce que sans ça, tout ce comportement semble absurde ou cruel. Pour beaucoup d'hommes qui fonctionnent ainsi, l'engagement n'est pas associé à la sécurité, mais à la perte. Quelque part, très tôt, ils ont appris que dépendre de quelqu'un était dangereux. Que se lier, c'était donner à l'autre le pouvoir de les blesser, de les décevoir, de les enfermer. Alors l'idée de l'avenir partagé ne déclenche pas chez eux, comme chez d'autres, une sensation de refuge, elle déclenche une sensation de piège. Une porte qui se ferme derrière eux. Et le réflexe immédiat, c'est de vérifier que la porte est encore ouverte, de reculer d'un pas, de reprendre de l'air. C'est pour ça que la manœuvre est double, avancer puis reculer. Ce ne sont pas deux mouvements contradictoires, c'est un seul et même mouvement, celui de quelqu'un qui teste sa propre résistance à l'idée. Il avance pour voir s'il peut le supporter. Il recule parce qu'il découvre qu'il ne peut pas encore. Et souvent, quelques jours ou quelques semaines plus tard, il recommence un peu plus loin, un peu plus longtemps, parce que chaque tentative, même avortée, l'habitue un peu. Et il faut que tu saisisses ce que ça révèle, parce que c'est la clé de ce test. Le fait même qu'il ait parlé d'avenir est le signal. Un homme qui ne t'imagine pas dans sa vie ne fait pas ce genre d'allusion, même par accident. On ne trébuche pas sur l'idée d'un futur avec quelqu'un qui ne compte pas. La phrase est sortie parce que la pensée existait. Son recul ne l'annule pas, il la révèle. Il te dit, en creux, cette pensée existe en moi et elle me terrifie. Il faut maintenant que je pose une nuance importante. Parce que ce test peut aussi devenir un piège pour toi. Comprendre qu'il recule par peur et non par indifférence est utile. Ça t'évite de te déchirer inutilement, de croire que tu as fait quelque chose de mal, de te sentir rejeté. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre indéfiniment qu'il apprivoise sa peur. Comprendre un mécanisme n'oblige pas à en subir les conséquences pour toujours. Il y a une différence énorme entre un homme qui avance et recule, mais qui, sur la durée, progresse, dont les allusions deviennent des projets, dont les reculs se font plus courts. Et un homme qui répète le même cycle depuis des années sans que rien n'avance jamais, qui te sert la même sonde et le même retrait indéfiniment. Le premier a peur, mais il chemine. Le second utilise l'espoir qu'il te donne pour te garder sans jamais s'engager. Et la seule façon de les distinguer, c'est le temps. Regarde la trajectoire, pas l'instant. Est-ce que, sur des mois, la porte s'ouvre un peu plus, ou est-ce qu'elle revient toujours exactement au même endroit? Sa peur explique son recul. Elle ne t'oblige pas à passer ta vie devant une porte qui ne s'ouvre jamais. Voilà le deuxième test. Quand il glisse une allusion à demain puis se rétracte, il se moque pas de toi et il t'a pas menti. Il a lancé une sonde dans l'avenir, moins pour tester ta réaction que pour tester sa propre capacité à supporter l'idée.
Et l'alarme s'est déclenchée en lui, comme le corps recule au bord du vide, non par manque de désir, mais par vertige. Le fait même qu'il ait parlé d'avenir prouve que la pensée existe en lui. Son recul ne l'efface pas, il en mesure la hauteur. À toi, ensuite, de regarder la trajectoire dans le temps, et non l'instant. Mais il y a une chose qu'il observe encore plus attentivement que ta réaction à l'avenir. Quelque chose de plus surprenant et de complètement contre-intuitif. Il regarde si tu as une vie sans lui. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, c'est pas ton indépendance qui l'inquiète, c'est son absence. Troisième test. Il regarde si tu as une vie sans lui. On arrive à un test complètement contre-intuitif, celui que presque personne ne devine, parce qu'il fonctionne à l'envers de tout ce qu'on croit. Tu pourrais penser qu'un homme qui commence à tenir à toi souhaite occuper toute la place, qu'il veut être ton centre, ta priorité absolue, celui autour de qui ta vie s'organise. Et pour certains, c'est vrai. Mais pour celui qui a peur de l'intimité, c'est exactement l'inverse. Ce qui le rassure, c'est de constater que tu existes sans lui. Alors il observe, discrètement, sans le formuler. Est-ce qu'elle a ses amis à elle? Est-ce qu'elle a des projets qui ne me concernent pas? Est-ce que sa semaine se remplit même quand je ne suis pas là? Est-ce qu'elle a des choses qui la passionnent, où je n'ai aucune part? Il ne pose jamais la question. Il regarde, et ce qu'il voit va déterminer s'il peut se rapprocher, ou s'il doit reculer. Il faut comprendre pourquoi, logiquement, parce que sans ça, ça n'a aucun sens. Sa peur profonde n'est pas d'être abandonné, c'est d'être absorbé. Ce sont deux peurs opposées, et il faut vraiment les distinguer. Celui qui craint l'abandon a peur que l'autre parte, celui qui craint l'absorption a peur que l'autre reste, mais prenne toute la place, qu'il disparaisse, lui dans le lien, qu'il n'ait plus d'air, plus d'espace, plus de soi, que la relation le dévore. Et voici le raisonnement inconscient qu'il fait. Si tu n'as pas de vie propre, si tout ton monde tourne autour de lui, alors tu vas avoir besoin de lui pour tout. Pour ton bonheur, pour ton équilibre, pour remplir tes journées. Et à ce moment-là, il devient responsable de ton existence entière. Il doit te porter. Et cette charge, pour lui, est terrifiante. Non parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il sent qu'il n'aura plus le droit d'aller mal, de se retirer, de respirer, sans que tout s'effondre. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à deux arbres plantés côte à côte. S'ils ont chacun leurs propres racines, profondes, autonomes, ils peuvent pousser l'un près de l'autre, leurs branches peuvent se mêler, ils peuvent s'abriter mutuellement du vent. Chacun tient debout par lui-même, et leur proximité est un choix, pas une nécessité. Maintenant, imagine que l'un des deux n'ait pas de racines, et qu'il s'appuie entièrement sur l'autre pour tenir. Que se passe-t-il? L'arbre porteur ne peut plus jamais bouger. Il ne peut plus plier sous le vent, il ne peut plus vivre sa propre vie d'arbre, parce que tout le poids de l'autre repose sur lui. Il est prisonnier d'un rôle qu'il n'a pas choisi. C'est exactement ce qu'il redoute. Il ne veut pas d'un arbre sans racines appuyé contre lui. Il veut un arbre qui tient debout tout seul, et qui pousse à côté de lui par choix, parce que seul cet arbre-là lui laissera la liberté de continuer à être lui-même. Et il faut voir la conséquence de ce mécanisme, elle est cruelle et paradoxale. Plus tu t'accroches à lui, plus tu t'effaces pour lui, plus tu organises ta vie autour de lui, plus tu déclenches exactement la peur qui le fait fuir. Tu crois te rapprocher, tu produis l'effet inverse. C'est pas une injustice, c'est une mécanique. Chaque fois que tu abandonnes un morceau de ta vie pour lui être plus disponible, tu confirmes son cauchemar, elle va s'appuyer entièrement sur moi, je pourrai plus respirer. Et il recule. Alors que quand il te voit avec ta vie pleine, tes amis, tes projets, tes centres d'intérêt qui n'ont rien à voir avec lui, il ressent quelque chose de rare, un immense soulagement, parce qu'il comprend une chose libératrice, si elle a tout ça, alors elle ne dépend pas de moi pour exister. Et donc, si je m'approche, je ne serai pas dévoré. Je pourrai me rapprocher sans me perdre. Ton autonomie n'est pas une menace pour lui, elle est sa permission. Il faut aussi comprendre ce que ça déclenche chez lui, en plus du soulagement. Quelque chose de plus subtil. Quand tu as un monde à toi, sa présence dans ta vie cesse d'être une évidence pour devenir un choix. T'as pas besoin de lui pour remplir tes soirées, donc si tu le vois, c'est parce que tu le veux. Et un homme qui sent qu'il est choisi, et non subi par défaut, est infiniment plus attiré qu'un homme qui se sent nécessaire. Le premier se sent désiré. Le second se sent utilisé comme un remplissage. Maintenant, je veux poser une nuance capitale parce que ce point peut se transformer en piège dangereux
Il ne s'agit surtout pas de fabriquer une fausse vie pour le rassurer, de faire semblant d'être occupé, de jouer l'indépendante, de simuler des activités pour paraître autonome. Ça, c'est une stratégie, et une stratégie se sent, se démasque et se retourne. En plus, ce serait pathétique, tu construirais une façade pour plaire à quelqu'un, ce qui est exactement l'inverse de l'autonomie. Ce dont je te parle est réel. Avoir une vie à soi, c'est pas une tactique pour l'attirer, c'est une nécessité pour toi. Tes amis, tes projets, tes passions, ton espace, tu n'en as pas besoin pour le rassurer lui. Tu en as besoin pour ne pas te perdre toi. Le fait que ça le rassure au passage est un effet secondaire, pas le but. Et c'est précisément parce que c'est pas fait pour lui que ça fonctionne, parce que il sent la différence entre une femme réellement pleine et une femme qui joue à l'être, et il y a une nuance encore plus importante. Cette peur de l'absorption, chez lui, est un mécanisme, pas une excuse. Comprendre qu'il a besoin d'espace ne veut pas dire accepter d'être maintenu à distance indéfiniment. Il y a une différence entre un homme qui a besoin d'air et qui, avec le temps, apprend à se rapprocher malgré sa peur, et un homme qui utilise cette peur comme justification permanente pour ne jamais rien donner. Le premier a une limite qu'il travaille, le second a un prétexte. Ton autonomie n'est pas un cadeau que tu lui fais pour qu'il consente à t'aimer, c'est ta base. Et si, malgré cette base saine, il continue de ne rien offrir, alors ce n'est plus sa peur qui est en cause, c'est son refus. Voilà le troisième test, et c'est peut-être le plus contre-intuitif de tous. Il guette pas ta disponibilité totale, il guette ton autonomie, parce que sa peur profonde n'est pas d'être abandonné, mais d'être absorbé, de disparaître dans le lien. Une femme sans racines, entièrement appuyée sur lui, confirme son cauchemar et le fait fuir. Une femme qui tient debout, seule lui donne, sans le vouloir, la permission de s'approcher, car il comprend qu'il pourra se rapprocher sans se perdre. Et ton monde à toi n'est pas une tactique pour le rassurer, c'est ta base, celle qui t'empêche de te perdre, toi. Mais il y a un autre signal qu'il attend de toi, encore plus surprenant, quelque chose qu'il ne demandera jamais, mais dont l'absence l'inquiète profondément. Il attend de voir si tu sais dire ce dont tu as besoin. Et si tu ne dis jamais rien, si tu t'adaptes toujours, il ne se sent pas soulagé, il se sent perdu. Quatrième test, il attend de voir si tu sais dire ce dont tu as besoin. On arrive à un test dont personne ne parle et qui prend beaucoup de femmes à contre-pied parce qu'il fonctionne exactement à l'inverse de ce qu'elles croient bien faire. Tu penses probablement que plus tu es facile à vivre, arrangeante, sans exigence, plus tu le rassures. Que ne rien demander, c'est lui offrir la paix. Et pourtant, une femme qui ne formule jamais rien ne le rassure pas. Elle l'inquiète. Alors il observe, sans le dire, quelque chose de très précis. Est-ce qu'elle sait dire non? Est-ce qu'elle exprime un besoin, une préférence, une limite? Ou est-ce qu'elle s'ajuste toujours, se plie toujours, accepte toujours, sans jamais rien réclamer pour elle? Et voici ce qui va peut-être te renverser. Si tu ne dis jamais rien, il n'en tire pas du soulagement. Il en tire une inquiétude sourde, qu'il ne saurait même pas nommer. Il faut comprendre pourquoi, et la logique est double. Première raison, tu le prives de tout repère. Réfléchis à sa situation. Il avance avec toi dans le noir. Il ne sait pas où sont tes limites, puisque tu n'en poses aucune. Il ne sait pas ce qui te blesse, puisque tu le dis jamais. Il ne sait pas ce dont tu as besoin, puisque tu ne demandes rien. Alors il navigue à l'aveugle, en permanence, avec la conscience diffuse qu'il pourrait à tout moment être en train de te faire du mal sans le savoir. Et pour quelqu'un qui redoute déjà de ne pas être à la hauteur, cette incertitude est un supplice. Il préférerait 1000 fois une limite claire à ce brouillard. Laisse-moi te montrer ça. Avec une image, pense à quelqu'un qui conduit sur une route de montagne, la nuit, sans aucune ligne blanche ni aucun garde-fou. Il ne voit pas où s'arrête la chaussée. Alors il roule crispé, lentement, en s'attendant à tout instant à basculer dans le vide. Maintenant, mets des lignes blanches et une rambarde. Que se passe-t-il? Il se détend, il roule plus librement, plus vite même, parce qu'il sait exactement où sont les bords. Les limites ne l'ont pas emprisonné, elles l'ont libéré. Tes limites font ça pour lui. Elles ne le contraignent pas, elles le rassurent. Sans elles, il avance crispé, en redoutant la chute. Avec elles, il sait où il est et il peut enfin se détendre et s'approcher. C'est totalement contre-intuitif. Et pourtant, c'est ainsi. Un homme se sent plus en sécurité auprès d'une femme dont il connaît les bords qu'auprès d'une femme qui n'en a aucun. Deuxième raison, et elle est encore plus profonde, si tu ne demandes jamais rien,
Si tu t'effaces entièrement, il en tire une conclusion terrifiante, cette femme est en train de disparaître dans moi. Et souviens-toi de ce qu'on a dit, sa peur numéro 1 est l'absorption. Une femme qui s'annule pour lui plaire ne le rassure donc pas du tout. Elle lui confirme qu'elle n'a pas de centre à elle, et donc elle va s'appuyer entièrement sur lui. Ton effacement, que tu vis comme de la générosité, il le reçoit comme un danger. Il y a même une troisième dimension, plus douloureuse pour lui. Une femme qui ne réclame rien, qui accepte tout, lui envoie sans le vouloir un message qu'il capte immédiatement, celui-ci tu peux me traiter n'importe comment, je resterai. Et loin de le rassurer, ça abîme quelque chose. Parce que inconsciemment, il en déduit que ta présence n'a pas de prix, qu'elle est acquise, qu'elle ne se mérite pas, et ce qui ne se mérite pas, on l'a vu, cesse d'être valorisé. Ton effacement ne t'achète pas son attachement, il le dévalue. Alors qu'est-ce qu'il guette exactement? Pas des exigences, pas des reproches, pas une liste de conditions. Il guette une chose simple et rare. Ta capacité à dire tranquillement ce qui est vrai pour toi. Ça, je n'en veux pas. Ça, j'en ai besoin. Ça ne me convient pas. Sans drame, sans menace, sans crise. Juste un fait posé calmement. Et il faut comprendre pourquoi cette forme précise le rassure autant. Parce que la manière compte autant que le fond. Un besoin exprimé avec calme lui dit deux choses en même temps. La première, voilà où sont mes bords. Tu peux avancer sans crainte, tu sais maintenant. La seconde, j'ai un centre à moi. Je vais pas me dissoudre en toi. Ces deux messages désamorcent exactement ces deux grandes peurs. Celle de te blesser sans le savoir et celle d'être absorbé. Une seule phrase, posée calmement, fait tomber deux angoisses. C'est pour ça que la limite calme est si puissante avec un homme comme lui. Non parce que c'est une technique de pouvoir, mais parce qu'elle lui donne, gratuitement, la sécurité qu'il ne sait pas demander. Là où le reproche l'attaque, où la crise le fait fuir, la limite tranquille l'apaise, parce qu'elle est une information, pas une agression. Je veux maintenant poser une nuance importante, parce qu'il ne faut pas se méprendre. Exprimer ses besoins n'est pas une technique pour le retenir. Si tu poses des limites en calculant l'effet que ça produira sur lui, tu retombes dans la stratégie et c'est plus une limite, c'est une manœuvre. Une vraie limite ne vise pas à provoquer une réaction chez l'autre, elle exprime simplement ce qui est vrai pour toi. Tu dis non parce que c'est non, pas parce que le non va le rendre plus attaché. La différence est invisible à l'œil nu, mais elle change tout. Parce qu'une limite authentique tient même s'il réagit mal, alors qu'une limite tactique s'effondre dès qu'elle ne produit pas l'effet espéré. Et il y a une seconde nuance essentielle. Ce test a une valeur qui va bien au-delà de lui. Sa réaction à ta limite est une information capitale sur qui il est. S'il l'accueille, s'il s'y ajuste, même maladroitement, s'il te remercie même de l'avoir dit, alors tu sais qu'il te considère comme une personne. Mais s'il se braque, s'il te culpabilise, s'il te reproche d'être compliqué, s'il te punit par le retrait pour avoir osé demander quelque chose, alors tu viens d'apprendre quelque chose d'infiniment précieux. Tu viens d'apprendre qu'il ne te voyait pas comme une personne, mais comme une commodité. Et cette information vaut tous les efforts du monde. C'est pour ça que ce test-là est aussi le tien, autant que le sien. Il te teste, oui, mais en posant ta limite, c'est toi qui, sans le vouloir, le testes. Et sa réponse te dira, en une seconde, s'il y a quelque chose à construire ou pas. Voilà le 4e test, et il renverse tout ce qu'on croit. Une femme qui ne demande jamais rien ne le rassure pas, elle l'inquiète, car elle le prive de tout repère et le laisse avancer dans le noir en craignant de la blesser. Ton effacement, que tu prends pour de la générosité, lui confirme sa pire peur, celle d'être absorbé, et dévalue ta présence en la rendant inconditionnelle. Ce qui l'attend, c'est un besoin dit calmement, qui pose tes bords comme une rambarde le long d'une route de nuit et qui le libère au lieu de l'enfermer. Et ta limite n'est pas une tactique, c'est une vérité, dont sa réaction t'apprendra tout de lui. Mais il reste un moment plus révélateur encore que tout le reste, celui où quelque chose se casse entre vous, une friction, une dispute, un accroc, et là, c'est pas ta colère qu'il observe, c'est autre chose, de beaucoup plus important pour lui. Il regarde si ce qui s'est cassé peut se réparer. 5e test. Après la friction, il regarde si ça se répare. On arrive maintenant au test le plus décisif de tous, celui qui pèse plus lourd que tous les autres réunis, et qu'il faut vraiment comprendre. Il se déclenche au moment où quelque chose se casse entre vous. Une friction, un désaccord, une dispute, un accroc. Et là,
Contrairement à ce que tu imagines, c'est pas ta colère qu'il observe. C'est même pas la façon dont tu te défends. Il regarde tout autre chose, quelque chose qui va conditionner tout l'avenir de votre lien. Il regarde ce qui se passe après. Voici le mécanisme, et il faut le prendre à la racine. Pour beaucoup d'hommes qui redoutent l'intimité, un conflit n'est pas un moment désagréable à traverser. C'est une menace existentielle. Ils ne le vivent pas comme une turbulence dans un lien solide. Ils le vivent comme le début de la fin. Une part d'eux est convaincue, profondément, que tout accroc annonce la rupture. Que se disputer, c'est déjà se séparer un peu. Qu'un désaccord n'est pas un moment du lien, mais une fissure dans le lien. Il faut comprendre d'où vient cette conviction, parce qu'elle n'est pas absurde, elle a une histoire. Beaucoup d'entre eux ont grandi dans des environnements où le conflit ne se réparait pas. Où une dispute laissait des jours de froid, un silence pesant, une distance qui s'installait, où l'on ne revenait jamais dire « on s'est disputé mais on est toujours là, tout va bien ». Ils n'ont jamais vu, de leurs yeux, un lien se casser puis se recoller. Ils n'ont vu que des liens qui se cassaient. Alors ils en ont tiré une loi implicite, le conflit détruit. Et cette loi, ils la portent partout. Voilà pourquoi, quand une friction survient entre vous, il est en état d'alerte maximale. Ce n'est pas de l'indifférence, si tu le sens absent, distant, fermé, c'est de la terreur contenue. Il est en train de guetter la confirmation de sa loi. Il attend de voir si, cette fois encore, la casse va être définitive. Et c'est pour ça que ce qui compte, c'est pas la dispute elle-même, c'est ce qui vient après. Il observe une seule chose. Est-ce que ça revient? Est-ce que la chaleur revient? Est-ce qu'on peut se retrouver après s'être heurté? Ou est-ce que cette friction laisse une trace permanente, une distance, une rancune qui ne s'efface plus? Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à un tissu qu'on tire. Un tissu de mauvaise qualité. Quand on le tire trop fort, se déforme et il ne revient jamais tout à fait à sa forme initiale. La marque reste. Un bon tissu, lui, se tend, il résiste à l'attraction et quand on relâche, il reprend exactement sa forme. Il ne garde aucune trace. Ce qui distingue les deux, c'est pas leur capacité à ne jamais être tirés. Tous les tissus se font tirer un jour. C'est leur capacité à revenir. Ils te testent comme on teste un tissu. Il ne cherche pas à savoir si vous pouvez éviter les frictions, il sait bien que non. Il cherche à savoir si votre lien reprend sa forme après, si la tension le déforme définitivement, ou s'il revient intact. Et sa peur, c'est de découvrir que votre lien est du mauvais tissu, qu'un seul accroc laisse une marque à jamais. Alors qu'est-ce qu'il guette très concrètement? Il guette la façon dont tu reviens vers lui. Est-ce que, une fois la tension retombée, tu reviens naturellement? Est-ce que tu peux redevenir chaleureuse sans qu'il ait dû payer un prix? Ou est-ce que tu maintiens une distance punitive, une froideur qui dure, une rancune qui se glisse dans tous les échanges suivants? Est-ce que tu vas lui faire sentir, pendant des jours, qu'il a fauté? Parce que si tu punis longtemps, tu confirmes sa loi. Tu lui prouves qu'il avait raison, que le conflit abîme durablement, qu'un désaccord avec toi coûte cher, très cher, et sa conclusion sera immédiate et implacable. Il faut éviter tout conflit avec elle. Donc il faut éviter d'être vrai, éviter de dire ce qu'on pense, éviter tout ce qui pourrait provoquer un accroc. Et là, il commence à se refermer, à devenir lisse, à ne plus rien risquer. Et ta punition prolongée ne le corrige pas, elle le fait rentrer dans sa coquille. Alors que si tu reviens, si tu montres qu'une dispute n'est pas une catastrophe, qu'on peut se heurter et se retrouver, il découvre quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais vu de sa vie. Un lien qui résiste au conflit. Un lien qui ne se casse pas au premier choc. Et cette découverte est immense pour lui, parce qu'elle contredit tout ce qu'il croyait savoir. Elle lui donne la seule chose dont il a vraiment besoin pour s'attacher, la preuve que la proximité peut être sûre, même quand elle est difficile. Il faut vraiment mesurer ce que ça change pour lui. Un homme qui découvre que le conflit ne détruit pas se met à respirer autrement dans la relation. Il peut enfin être honnête, dire ce qu'il pense, exister vraiment, parce qu'il ne redoute plus que chaque désaccord soit fatal. Tu lui donnes, sans le savoir, l'autorisation d'être lui-même. Et c'est exactement dans cet espace-là qu'un attachement profond peut naître. Maintenant, je dois poser une nuance essentielle, parce que ce point pourrait être très mal compris. Réparer, c'est pas encaisser, c'est pas tout accepter, tout pardonner, revenir comme si de rien n'était après avoir été blessé. Ce n'est surtout pas balayer ta propre colère sous le tapis pour qu'il se sente en sécurité.
Il y a un monde entre montrer que le lien peut résister à une friction, ce qui est sain, et faire comme si tu avais pas mal, ce qui est de l'effacement. Le premier construit, le second te détruit lentement. La différence tient à ceci. Réparer, c'est pouvoir dire ce qui t'a blessé calmement et revenir ensuite vers lui. C'est le conflit exprimé, puis le lien restauré. C'est pas l'absence de conflit, c'est pas le silence sur ta douleur. C'est la démonstration que ta douleur peut être dite sans que tout explose et que la chaleur peut revenir après. Le message n'est pas tu peux tout me faire, je reviendrai toujours. Le message est on peut se heurter, se le dire et se retrouver. Et il y a une seconde nuance, cruciale. Cette capacité de réparation doit être partagée. Si c'est toujours toi qui reviens, toujours toi qui reconstruis, toujours toi qui fais le premier pas pendant que lui reste retranché à attendre, alors ce n'est plus une réparation, c'est un déséquilibre. Réparer, ça se fait à deux. Un homme qui bénéficie de ta capacité à revenir sans jamais faire lui-même le chemin ne guérit pas de sa peur, il se sert de ta patience. Regarde s'il vient vers toi, lui aussi, même maladroitement. Un pas maladroit vaut mieux qu'une immobilité confortable. Voilà le 5e test, et c'est peut-être le plus déterminant. Quand une friction survient, il ne juge pas ta colère, il guette ce qui vient après, parce qu'il porte une loi apprise très tôt, celle qui dit que le conflit détruit. Il te teste comme on teste un tissu, non pour savoir s'il peut être tiré, mais s'il reprend sa forme. Une punition qui dure confirme sa loi, et le fait de se refermer, alors qu'un retour possible lui révèle, peut-être pour la première fois, qu'un lien peut résister au heurt. Mais réparer n'est pas encaisser, c'est pouvoir dire ta blessure et revenir quand même. Et cette réparation doit venir des deux côtés, sinon c'est plus un lien, c'est un service. Mais il reste un dernier test, le plus intime et le plus dangereux de tous, celui qui ne fait passer qu'à très peu de gens et qui décide de tout. Un jour, il te confiera quelque chose qu'il n'a jamais dit à personne. Une faiblesse, une honte, une part enfouie de lui. Et c'est pas ta réaction sur le moment qui guettera, c'est ce que tu feras de ce cadeau bien plus tard. 6e test. Il te confie une part enfouie de lui, puis il guette. On arrive au dernier test, et c'est le plus intime de tous. Le plus risqué pour lui, celui qu'il ne fait passer qu'à très peu de personnes dans une vie, parfois à personne. Et c'est celui qui décide de tout, parce que son résultat détermine s'il pourra un jour s'ouvrir vraiment ou s'il refermera la porte pour de bon. Voici comment ça arrive. Un soir, dans un moment de calme, il te dit quelque chose qu'il ne dit jamais. Une chose enfouie, un aveu, une faiblesse, une honte, un échec dont il n'est pas fier, une peur qu'il n'a jamais formulée, une blessure ancienne, peut-être quelque chose de sa famille, de son enfance, de ses erreurs. Il le dit vite, souvent maladroitement, parfois en le minimisant aussitôt, comme s'il regrettait déjà d'avoir parlé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est ce que ce geste lui coûte. C'est pas une confidence parmi d'autres. C'est un dépôt. Il vient de te remettre entre les mains quelque chose dont il pourrait mourir de honte. Il vient de te donner volontairement un pouvoir immense sur lui. Le pouvoir de le blesser exactement là où il est le plus vulnérable. Alors il guette. Mais attention, et c'est là que tout se joue, il ne guette pas ce que tu crois. Ta réaction sur le moment, il la remarque, bien sûr. Il note si tu recules, si tu juges, si tu minimises, c'est important. Mais c'est pas ça le test, parce que sur le moment, tout le monde réagit bien, tout le monde est compréhensif, chaleureux, rassurant, dans l'instant de la confidence, ça ne prouve rien. Le vrai test, celui qui compte, se joue beaucoup plus tard. Il commence à l'instant précis où tu as toutes les raisons de t'en servir contre lui. Voici donc ce qu'il attend réellement. Il attend le jour d'une dispute, le jour où vous vous heurtez, où la colère monte, où tu as mal et où tu voudrais lui faire mal en retour. Et à cet instant, tu détiens une arme. Tu as ce qu'il t'a confié, ce point exact où une seule phrase le détruirait. Une allusion à sa honte, une pique sur sa faiblesse, un rappel de son échec, et il s'effondre. Et il guette une seule chose, est-ce que tu vas t'en servir? C'est ça le test. Pas ta gentillesse dans le moment doux, ta loyauté dans le moment dur, parce que la vraie question n'est pas est-ce que tu es bienveillante quand tout va bien, c'est est-ce que ce que je t'ai donné dans la confiance restera protégé même quand tu me détestes? Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à quelqu'un qui te confie la clé de sa maison. Le jour où il te la remet,
Tu es évidemment digne de confiance, tout va bien, vous êtes en bons termes. Cette clé, il te l'a donnée sans crainte. Mais la vraie question, celle qui compte, n'est pas ce jour-là. C'est le jour où vous vous fâcherez. Le jour où tu seras furieuse contre lui. Ce jour-là, tu auras toujours la clé dans ta poche. Et lui, il saura que tu l'as. Est-ce que tu iras t'en servir pour rentrer chez lui et casser quelque chose? Ou est-ce que la clé restera dans ta poche, intouchée, même dans ta colère? Ce qu'il t'a confié, c'est cette clé. Et il vivra désormais avec la conscience permanente que tu l'as. Chaque dispute, chaque tension sera une épreuve pour lui, un moment où il se demandera si la clé va servir. Il faut mesurer pourquoi cet enjeu est si énorme pour lui, et pour ça, il faut revenir à son histoire. Ceux qui se protègent le plus sont presque toujours ceux à qui c'est déjà arrivé. Quelqu'un, un jour, a utilisé contre eux ce qu'ils avaient donné dans la confiance. Un parent qui a moqué une peur d'enfant. Un ancien amour qui a ressorti, dans une dispute, l'aveu le plus intime pour frapper au bon endroit. Un ami qui a répété ce qui devait rester secret. Ils ont fait l'expérience une fois que s'ouvrir revient à armer l'autre contre soi. Et ils en ont tiré une conclusion, logique et tragique. Ne jamais rien donner, ne rien confier, garder la porte close. Parce que une porte fermée ne peut pas être utilisée contre soi. Toute leur muraille, toute cette distance qui te fait tellement souffrir vient souvent de là. C'est pas de la froideur, c'est le souvenir d'une clé qui a servi. Alors quand il te confie quelque chose, comprends bien ce qu'il fait. Il refait avec toi le geste qu'il a détruit autrefois, il rejoue la scène et il espère, sans y croire tout à fait, qu'elle finira autrement cette fois. C'est un acte de courage immense, presque désespéré. Il te donne la même arme en priant pour qu'elle ne soit pas utilisée. Et maintenant, regarde ce qui se passe selon ta réponse, parce que les deux issues sont sans appel. Si, un jour, dans une dispute, tu t'en sers, même une seule fois, même une allusion, tout est fini, pas la relation forcément, mais l'ouverture, oui, il refermera la porte. Et cette fois pour de bon, parce que tu viens de confirmer sa loi la plus profonde, celle qu'il essayait justement de démentir en te faisant confiance, s'ouvrir est dangereux, ce qu'on donne sera retourné contre soi. Et il ne rejouera plus jamais ce risque. Peut-être qu'il restera avec toi, mais il ne sera plus jamais entièrement là. Il aura repris la clé. Mais si tu ne t'en sers pas, si dans la colère, dans le pire moment, tu ne touches jamais à ce qu'il t'a confié, si tu peux lui reprocher son comportement, lui dire ta douleur, être furieuse, sans jamais aller chercher cette arme-là, alors il apprend quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais appris de sa vie, qu'on peut se disputer sans se détruire, que la confiance peut survivre au conflit, qu'il existe quelqu'un devant qui il peut être entièrement lui-même, y compris dans ce qu'il a de plus honteux, sans que ça devienne une menace. Et à cet instant, quelque chose cède définitivement en lui, la porte ne se referme plus. Il faut que je pose ici une nuance, et elle est importante, parce que je veux surtout pas qu'on comprenne ça comme un devoir d'encaisser. Ne pas utiliser ses failles contre lui ne veut absolument pas dire tout accepter de lui. Ce sont deux choses totalement distinctes. Tu peux être en colère, tu peux lui dire qu'il t'a blessé, tu peux poser des limites très fermes, exiger du respect, partir même s'il le faut. Ne pas frapper là où il est faible n'a rien à voir avec renoncer à te défendre. Ça veut simplement dire qu'on peut se disputer sur des comportements sans jamais viser l'endroit sacré, celui qui a été donné dans la confiance. La distinction est nette. Attaquer un comportement, c'est légitime. Tu as le droit de dire ce que tu ne supportes pas. Attaquer une vulnérabilité confiée, c'est autre chose. C'est utiliser un cadeau comme une arme et ça détruit non seulement lui, mais quelque chose en toi aussi. C'est pas de la faiblesse de ne pas y toucher, c'est de la classe. Et c'est le socle de tout ce qui peut se construire. Il faut d'ailleurs voir que, en réussissant ce test, tu ne fais pas que le rassurer, lui. Tu deviens la preuve vivante que le monde n'est pas ce qu'il croyait. Tu défais, dans les faits, une croyance qu'il porte depuis des décennies. Peu de choses ont ce pouvoir dans une vie. Voilà le 6e test, le plus intime et le plus décisif. Quand il te confie une part enfouie de lui, il ne te donne pas seulement une information, il te remet une clé, celle qui ouvre l'endroit où on peut le détruire. Et c'est pas ta réaction sur le moment qui guette, c'est ce que tu feras de cette clé le jour où tu auras toutes les raisons de t'en servir. Parce que sa muraille vient presque toujours d'un jour où quelqu'un s'en est servi. En ne touchant jamais à ce qu'il t'a donné, même dans la colère, tu ne lui prouves pas seulement que tu es loyal, tu défais la loi qui gouvernait sa vie. Et maintenant, prenons de la hauteur, parce que ces 6 tests racontent une seule et même histoire. Regarde ce qu'ils ont tous en commun. Ils se montrent sous son mauvais jour pour savoir si tu l'aimes lui ou son image. Ils parlent d'avenir puis reculent, parce que l'engagement lui donne le vertige. Ils regardent si tu as une vie à toi, parce qu'ils redoutent d'être absorbé.
Il attend que tu formules tes besoins parce que ton effacement le perd. Il observe si la friction se répare, parce qu'il croit que le conflit détruit. Et il te confie sa part la plus honteuse, parce qu'il espère, contre toute son expérience, qu'elle sera protégée. 6 tests, une seule question, sous 6 déguisements. Est-ce que je peux te laisser entrer sans être détruit? Voilà ce que ces tests disent vraiment. Ils ne mesurent pas ta valeur, ils mesurent sa peur. Chaque obstacle qui dresse devant toi n'est pas une preuve que tu ne vaux pas assez, c'est une preuve qu'il est terrifié à l'idée de vouloir quelque chose autant qu'il te veut, toi. Ce ne sont pas des rejets, ce sont des demandes formulées à l'envers par quelqu'un qui n'a jamais appris à demander. Mais je veux terminer par une chose que tu dois entendre parce qu'elle est plus importante que tout le reste. Comprendre ces tests ne t'oblige pas à les passer indéfiniment. Il y a une différence entre un homme qui a peur mais qui, lentement, avance vers toi et un homme qui utilise sa peur comme un permis de ne jamais rien donner. Le premier chemine, le second te fait tourner en rond. Et aucun savoir psychologique ne justifie que tu passes ta vie à faire tes preuves devant quelqu'un qui ne fera jamais un pas. Ta patience n'est pas infinie, et elle ne doit pas l'être. Tu peux comprendre sa peur sans en devenir la gardienne. Tu peux accueillir sa lenteur sans y sacrifier tes années. Le but n'a jamais été de réussir ces tests pour mériter son amour. Tu n'as rien à mériter. Le but, c'était de comprendre ce qui se passait pour cesser de te croire responsable, pour cesser de te diminuer et pour décider en toute lucidité si ce chemin-là vaut la peine d'être marché. Parce qu'au fond, pendant qu'il te testait, il y avait une autre question bien plus importante que personne ne posait. Pas est-ce que tu es à la hauteur de ses peurs, mais est-ce que lui est à la hauteur de ce que tu offres? Si ce chemin t'a parlé, tu peux laisser un mot en commentaire pour me dire lequel de ces 6 tests t'a le plus éclairé.